je reconnais que le problème que nous avons, c'est que ce que nous opposons à l'islam, donc à une poussée religieuse dogmatique forte, n'est pas une contre-énergie spirituelle. C'est-à-dire, franchement, on a jeté notre spiritualité depuis maintenant une centaine d'années, on pratique ça à haute dose. Et Nietzsche le décrit d'ailleurs très bien dans le Gai Savoir lorsqu'il parle de la mort de Dieu. Hein. Vous avez tué Dieu, qu'allez-vous faire maintenant? Quel jeu sacré allez-vous devoir inventer? Comment vous allez compenser cette perte? Comment vous allez pouvoir encore vous purifier? Hein, puisque vous avez détaché la terre de son soleil. Maintenant, ça implique quoi? Vous avez la liberté? Ah oui, d'accord, mais est-ce que vous avez la force pour supporter cette liberté? Et c'est là que lui a créé ensuite le concept du surhomme. Hein. J'en connais très peu d'ailleurs dans la réalité vécue. Mais bon. Alors, c'est clair que nous avons bafoué nos dieux, nous les avons descendus de leur piédestal, nous avons divinisé l'homme dans certains aspects, et maintenant nous sommes rattrapés par un fantôme que nous avons cru avoir vaincu chez nous. Et il y entre comme du beurre. Comme dans du beurre, je veux dire. Comme dans du beurre, c'est facile. Donc, si nous arrivons à développer des valeurs qui nous sont propres, et c'est là où peut-être l'idée de redéfinir l'identité de la France, si je prends pour la France, n'est peut-être pas si absurde. Si c'est fait honnêtement et intelligemment, c'est peut-être pas absurde. C'est de dire, mais enfin, vivre ici dans ce pays, dans cette France, ça implique quoi comme valeur fondamentale? Ça implique quoi comme spiritualité, comme base? Et ça permettrait de résister autour de cette définition par la positive. Parce que de se définir uniquement par la laïcité, c'est quelque part, avec en plus derrière plutôt une tendance à l'athéisme, c'est opposer le vide à l'islam. Alors dans le vide, l'islam avance comme il veut. Donc, et puis sinon, rejouer les croisades, ça me semble aussi très difficile. Donc l'enjeu, c'est de se dire comment faire en sorte à ce que des gens venant d'un milieu culturel totalement différent, parce que c'est clair que c'était facile d'intégrer les Hongrois dans les années 60-50, c'était facile d'intégrer les Italiens, facile d'intégrer, nous ici on avait beaucoup de travailleurs immigrés italiens, facile à intégrer, parce que c'est une culture qui est finalement très proche. Maintenant, l'enjeu c'est d'essayer d'intégrer une culture qui est basée sur une doctrine, mais diamétralement opposée à la nôtre. Si nous réussissons à les intégrer, ça voudrait quand même cependant dire, et ça, M. Tamimi, que j'ai affronté sur Al Jazeera dernièrement, l'a dit, mais les musulmans d'Europe qui s'adaptent et s'intègrent ne sont plus des musulmans, ce sont des dégénérés. Voilà ce que lui dit. Alors, quelque part, vu de son point de vue, il a raison. Oui. Alors, il faudrait donc quasiment désislamiser ces gens pour qu'ils soient compatibles avec notre manière de vivre. Si nous n'y parvenons pas, nous aurons le clash. Nous aurons de toute manière une sorte de guerre civile larvée sur des décennies. Je ne sais pas qui triomphera. Il y aura peut-être, alors à ce moment-là, un sursaut, une sorte de réveil en face, et on retrouvera peut-être une reconquista. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça, c'est un des enjeux. Maintenant, ce dont je m'aperçois, en y réfléchissant, j'y ai réfléchi un certain temps, c'est qu'il y a quand même un point commun entre le socialisme, le néolibéralisme économique et l'islam. Il y a un point qui est commun aux trois mouvances, et c'est sur ce point-là qu'ils peuvent se retrouver, c'est tous des internationalismes. Aucun de ces mouvements ne se réfère à des limites, à des frontières, ou ne les accepte ou se définit par elles. Donc c'est toujours, ça cherche à transcender toute limite. Or, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans limite. Si vous ne définissez pas un cadre, vous ne pouvez pas déterminer la liberté. Vous ne pouvez pas la garantir. Elle ne se définit que dans un cadre que j'ai fixé, et à l'intérieur de ce cadre, une liberté devient possible. Prenons un exemple dans la vie humaine. Je suis libre parce que je m'impose certaines contraintes, et c'est la condition sine qua non de ma liberté. Dès le moment où je dis libre, c'est faire tout ce que je veux, tout ce qui me vient à l'esprit, sans contrainte, sans limite, je finis par être l'esclave de la moindre de mes pulsions. Le moindre de mes désirs me domine. Et je ne suis plus libre. C'est le paradoxe terrible de l'existence. Et maintenant, vous transposez ce principe au niveau des nations, au niveau international, vous avez exactement le même principe. Les frontières, on les a définies comme mauvaises, c'est une frontière, c'est une prison. Non.
la frontière a toujours une double fonction. Elle peut être une prison si vous avez un goulag à l'intérieur, ou un stalag. Alors oui, là c'est une prison. Si cette frontière est cependant quelque chose qui me délimite par rapport à l'autre, et qui me garantit à l'intérieur un espace de liberté, la liberté ne dépend pas de la grandeur ou de l'étroitesse d'un espace, la liberté dépend de la qualité de cet espace. Vous pouvez être très libre dans un espace très petit, et puis totalement prisonnier dans un espace très grand. D'ailleurs, l'URSS était une énorme prison d'État sur une surface territoriale énorme. Donc, c'est ça, les limites sont quelque chose qui permet à l'être humain de se définir, de défendre sa liberté dans un cadre qu'il s'est fixé, et c'est un cadre qui est encore à mesure humaine. La nation, l'État-nation, moi je pense que l'État-nation va connaître une renaissance, parce qu'il est nécessaire à la création d'une identité qui soit à mesure humaine. Je peux m'identifier à ça, alors que ce supranational ne me permet pas de me limiter, de me reconnaître, de m'orienter. C'est quelque chose dans quoi je suis perdu, et donc dans le quoi j'évolue au gré des vagues, des courants, de la volonté de certains qui dirigent la manœuvre en haut. Et c'est ça un peu l'enjeu de nos jours. C'est pour cette raison que je défends ce petit État-là qui est le mien, un État vraiment... du point de vue territorial, c'est 42 000 km², c'est pas énorme, hein, c'est 2 fois plus petit, presque 2 fois plus petit que rien que le Land de Bavière, mais avec une tradition, une richesse culturelle, linguistique, avec une histoire, avec des valeurs. C'est un territoire extrêmement riche, très symbolique, très riche. C'est presque, quand je vois ce canton du Valais, le vieux pays comme nous l'appelons, c'est presque un espace métaphysique. Donc vous n'avez pas seulement l'horizontalité, hein, il y a cette incroyable verticalité qui vous est imposée par les montagnes, et cette verticalité, c'est toujours l'élévation vers quelque chose qui me dépasse en tant qu'être humain, qui me rend humble. Je monte souvent, j'ai un chalet là dans le Haut-Valais, à 2000 mètres, et je monte. Maintenant, je vais y aller d'ailleurs pour 2 semaines en vacances d'hiver, et je n'utilise pas moi les remontées mécaniques, je prends mes pots de phoque, je fais de la randonnée, mais ça fait des années, ça fait 30 ans, 35 ans que je gravis des montagnes. Mais qu'est-ce que je trouve au sommet de la montagne? Mais je ne me trouve infiniment que moi-même. Et tout l'exercice politique, c'est d'offrir aux gens un cadre dans lequel ils puissent au fond se trouver eux-mêmes. Et où l'étranger qui vient lui aussi peut se trouver lui-même, mais sans détruire ce qui justement lui permet d'être libre. Et là, ce que je regrette avec certains courants de l'islam particulièrement, évidemment les plus exigeants, les plus revendicateurs, les plus riches aussi en argent, c'est au fond ils utilisent cette incroyable liberté, cette ouverture de la société occidentale pour y introduire des éléments liberticides, des éléments qui justement veulent fermer toutes les portes qui leur ont été ouvertes. Je trouve ça terriblement dommage.